Le général Tiani a dit il n'y a pas longtemps, le changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique. Stratégie de sécurisation de nos approvisionnements. Nous avons bâti une stratégie sur les minerais rares, les matériaux critiques, les terres rares, qui a été élaborée il y a 2 ans. On est en train de la déployer. Je veux ici insister sur votre mobilisation à tous. Dans beaucoup des pays où vous êtes, il y a encore des capacités qui sont non exploitées et qui vont nous permettre de sécuriser toutes nos filières. Nous sommes loin d'avoir obtenu le résultat. Et si nous voulons une France plus indépendante et qui réussisse dans les années à venir face à ces grands défis, nous devons sécuriser sur le lithium, sur l'uranium, sur le cobalt, sur énormément justement de ces capacités. Et c'est un véritable jeu diplomatique qui a commencé il y a plusieurs années avec une agressivité chinoise qui est connue de tous. Donc de la Mongolie à beaucoup de pays de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, nous avons des stratégies matériaux critiques, minerais rares à poursuivre et je compte sur votre mobilisation et je demanderai là aussi que les ministres puissent revenir sur cette feuille de route. La réorganisation que j'évoquais tout à l'heure n'a pas vocation à être un retrait ou un désengagement. Mais elle se traduira en effet par, si je puis m'exprimer ainsi, une africanisation ou mutualisation de ces grandes bases. Là où vous avez des bases avec un dispositif posé, parfois des centaines, voire des milliers de militaires français, vous aurez une réduction du nombre de nos militaires qui s'accompagneront d'une montée en charge de leurs partenaires africains en fonction des besoins qui seront définis et précisés dans le cadre des travaux que le ministre aura à conduire avec le SEMA dans les prochaines semaines. Et donc ces bases ne seront pas fermées, mais elles seront transformées. Elles deviendront pour les unes des académies, pour les autres des bases mais partenariales. Elles seront pour certaines rebaptisées. Elles vont changer de physionomie, de logique, d'empreinte. Et à côté de ça, nous devons donc avoir une visibilité qui n'est pas la même. Parce qu'on l'a bien vu ces derniers mois et ces dernières années. Si c'est le cas, très vite, avec beaucoup de propagande aussi, les gens se retournent et disent « notre problème est là, c'est eux, ils sont en train de soutenir un coup d'État ou ils soutiennent le pouvoir en place ». Ces bases ne seront pas fermées. Pour ce qui est des principales bases, il peut y avoir des réajustements après des dispositifs en fonction du dialogue que nous aurons avec les uns les autres et des besoins, mais elles seront réaménagées et elles deviendront académies, bases conjointes. GEOS, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près les 4 métiers, de façon très synthétique, de GEOS. Quels sont les avantages que je vois à ce type d'action? D'abord, c'est la basse visibilité de l'action de GEOS, puisqu'on fait toujours appel à des prestataires locaux. Donc c'est pas une équipe de France qui débarque dans les pays, c'est toujours un prestataire local avec des security managers ou des gens qui organisent tout ça. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Un dernier mot encore pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on pourrait essayer d'expérimenter ça. Je me suis posé la question quand j'ai lu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer. Je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomé Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité
d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de l'Homo Nord, qui est un champ de tir assez connu. La boucle n'est pas bouclée pour les Français. Au cours de cette rencontre, il a été décidé de former, avant la fin de l'année 2024, des troupes qui vont être utilisées pour déstabiliser les pays de la Confédération. Cette formation aura lieu du 2 octobre au 15 novembre au 43e BIMA, le fameux camp que les Français auraient remis généreusement, sans tambour ni trompette, aux Ivoiriens. Oui. La formation s'est tenue dans ce camp et effectivement, une centaine d'agents subversifs ont été formés dans ce camp, mais pour camoufler le recrutement de cette centaine d'agents subversifs, ils ont été associés à des forces spéciales ivoiriennes. Ils ont été associés à la garde républicaine ivoirienne. Ils ont été associés à la sécurité du président de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont été associés au bataillon du commandement et de soutien ivoirien. Le contenu de la formation était essentiellement sur l'utilisation de 3 types d'armes. C'était une formation intense sur le service de l'arme, sur des séances de tir dans toutes les conditions, sur le combat en milieu urbain, suivez bien ce que j'ai dit, le combat en milieu urbain, sur la reconnaissance des résidences des VIP, sur la prise d'otages, enlèvement. Je dis bien prise d'otages, enlèvement. Des forces ont été formées et entraînées pendant 6 semaines à ce métier par les forces spéciales françaises. Les instructeurs étaient 11. 6 étaient venus de la métropole et 5 étaient des instructeurs du 43e BIMA. Sur les 5 instructeurs du 43e BIMA, il y avait des Ivoiriens d'origine, mais qui ont la nationalité française, qui sont des instructeurs au nom de la France, puisqu'ils sont des Français. Tout à fait. C'est la boucle de l'encerclement, non seulement du Niger, mais de la Confédération. Voilà ce que la France est en train de faire, malheureusement, et nous sommes au regret de le constater, avec l'accord, malgré les démentis hypocrites des chefs d'État africains, des responsables africains, tout simplement parce que pour eux, le sein versé dans la Confédération, s'il leur permet de faire un 2e ou un 3e mandat ou un 4e, ce n'est pas une perte. Tout à fait. Ce n'est que du profit. Quand je rencontre le président Ouattara, je lui dis voilà, ce qui compte, c'est pas qu'il y ait telle ou telle centaine de soldats qui sont là traditionnellement, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble mieux à partir d'un dispositif socle, à partir permanent, à partir de ce qu'on appelle une capacité d'entrée en cas de nécessité, en cas d'attente du partenaire, que ce soit pour des exercices, que ce soit pour de la géométrie variable, en fonction également de la menace, en fonction des attentes. Eh bien, c'est ça qui compte. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc, je pense que un des, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message.
ce sont des pays quand même dépendants de l'étranger, n'est-ce pas? Ce sont des pays pauvres qui n'ont pas beaucoup de ressources, même s'il y a de l'or au Mali, même s'il y a un peu de pétrole au Niger, ils ont absolument besoin de partenariats. Le problème, c'est que la Russie ne leur apporte aucune aide, sauf une aide militaire pour faire une garde prétorienne autour des putschistes, en fait. Ça, personne d'autre ne pouvait le faire. Peut-être la Turquie plus le de fait 5 aussi. milliards de dollars d'armement en Afrique, quand même. Oui, mais, Ça, c'est très peu. Ce sont des pays très pauvres et qui n'ont pas de moyens budgétaires. Et la Russie elle-même a le PIB de l'Espagne. C'est un pays pauvre qui n'apporte pas d'aide, qui fait payer ses services. Ces mercenaires Wagner, il faut les payer, alors que Barkhane et les appuis militaires français étaient gratuits pour les pays africains. Donc, je crois que les pays africains vont se lasser de payer les Russes, vont se lasser aussi de la tutelle des Russes sur l'armée. Il y a déjà des tensions assez fortes. Ils vont se lasser de l'exploitation des gisements d'or et autres par la Russie. La Russie est une puissance opportuniste, intéressée, qui profite des fautes de la France au Sahel pour prendre sa place, à la fois pour des raisons économiques et aussi pour dénigrer les pays occidentaux. Ils sont dans une stratégie de représailles à la suite de notre querelle sur l'Ukraine et sur la Crimée.